Bonjour à tous. Aujourd'hui, nouveau quart d'heure labo. Donc aujourd'hui, on a quelqu'un de très connu, surtout chez Labo en tout cas. Donc Adrien, euh, quand même, on va quand même en profiter parce que c'est vrai que tu as pas mal enchaîné des quarts d'heure neuro et tu demandes tout le temps aux gens de se présenter. On va quand même le faire. Adrien, est-ce que tu peux te présenter? Ah ouais, ok. Au cas Bon, où, quand même, on sait jamais. je m'attendais pas, tu sais, au fait qu'il faille que je me présente. Bon, Adrien Chartier, donc à la base préparateur physique, puis après formé en neuro, posturo, etc. Je me suis énormément, on va dire, intéressé à tout ce qui était les enfants en termes de neuro, tu vois, motricité, cognitif, etc. Surtout depuis que j'ai le mien. Avant, je m'en foutais un peu, tu vois, pour être honnête. Et, euh, et une thématique qui m'intéresse aussi très fortement depuis longtemps, bah, c'est tout l'univers du mental, parce que je suis formé en prépa mentale depuis un certain nombre d'années, depuis l'année où j'ai passé mon BPGEPS, ça, finalement. Et après, j'ai enchaîné avec l'hypnose, que j'ai fait plusieurs fois, la PNL, enfin, le MDR, traitement de mouvement oculaire, et gestion du stress, etc. Et ça me parle parce que avant tout ça, bah, j'ai bossé en gendarmerie. Donc, j'étais dans un peloton de surveillance et d'intervention. C'est une unité d'intervention de premier niveau en gendarmerie, on va dire. Ouais, c'est ceux qui font toc-toc à 6 heures du matin. Ah, Tu ok, sais, quand, ok. quand tu as fait une bêtise, et en même temps, bah, on faisait beaucoup Du coup, non, je sais pas. Je sais pas de de bêtises. prévention de la délinquance publique, tu vois. Donc, des patrouilles la nuit essentiellement, et beaucoup d'interpellations, d'interventions. Donc, si tu avais un mec qui se, qui se mettait chez lui à déconner, bah, on nous appelait pour venir en aide un petit peu. Et donc, ça m'a beaucoup servi dans mon métier. Donc, tout ça, parce que j'ai même pu former pas mal de gendarmes, dont des unités spécialisées, l'unité d'intervention sur la gestion du stress pendant la gendarmerie. Euh, donc, en gendarmerie, bon, j'étais commandant adjoint d'une unité, donc de l'unité d'intervention dans laquelle j'étais, et j'étais en charge de la préparation physique, en charge je faisais aussi un petit peu de tir, les techniques d'intervention, etc., etc. Et je me suis aperçu de plein de choses. C'est bah déjà, tu sais, la gendarmerie, c'est un univers assez spécial, hein. Tu vois plein de trucs. C'est ce que je dis souvent. La personne qui arrive à 18 ans, qui sort d'école de gendarmerie, elle devient très vite mature. Parce que très très vite, on te demande d'être autonome et tu vois très rapidement bah, tes premiers cadavres. Et tu dois gérer des conflits de gens qui ont 30 ans de plus que toi, qui vivent ensemble depuis bah, plus de 30 ans et qui se mettent dessus, tu sais. Donc des violences conjugales, des disputes, et toi, tu dois être là au milieu en essayant de faire, de pas prendre de parti, mais en tout cas d'essayer d'avoir les bonnes paroles, tu vois, pour apaiser tout ça. Et donc, bah, ça forge quand même pas mal l'expérience sur ce point de vue-là, et on y reviendra par la suite. Et après, bah, c'est surtout l'aspect autour de la neuro que je voudrais aborder là c'est vraiment un mois spécial qu'on va faire autour des traumas là. Autour des traumas parce que je m'apercevais depuis plusieurs années maintenant, à force de travailler avec des gens, de les avoir en bilan, tu sais, de voir même des élèves en formation. On en voit quand même, je sais pas, plus d'une centaine par an, tu vois, en formation. Et, euh, et on remarque toujours une chose, c'est que quand on teste les gens, on remarque qu'ils sont tous soit stressés, tu vois, même s'ils le disent pas en premier lieu, on s'aperçoit qu'ils sont stressés pendant les tests et il y en a de plus en plus qui ont des traumas. Et ce que je m'apercevais, bah, c'est en regardant tous les bilans, parce que je conserve tous les bilans que je fais depuis le début. Donc ça fait quelques années maintenant que je fais des bilans. Ça fait donc plusieurs heures de vidéos filmées, parce que je filme tous mes bilans, et en plus j'ai un rapport complet de tous mes bilans. Et je m'apercevais d'une chose, c'est waouh, c'est du quasi, c'est du 100%. J'aime pas dire 100%, parce que ça voudrait dire que tout le monde l'est, mais la réalité, c'est que oui, je retrouve ça chez 100% des gens que je teste, c'est je retrouve des problématiques liées au stress. Et le problème, c'est que ça soit du stress, de l'anxiété, que ce soit un stress qui soit chronique ou ponctuel, tu sais. Les traumas, ils sont présents dans 100% de nos bilans. Et qu'on aille faire, c'est ça qui me choque en plus, c'est qu'on aille faire des bilans avec des gens lambda, avec des enfants, avec des personnes âgées, ou qu'on fasse des bilans même avec des sportifs de haut niveau, on retrouve toujours un moment, un contexte émotionnel.
Alors, comment on le voit? Bah, tu sais, c'est par rapport aux questions composant les bilans, lors des tests qu'on fait neuro sur le système nerveux, tu sais, les nerfs crâniens, etc. L'équilibre, tout ce qui va être, entre guillemets, dysproprioceptif. On remarque les problèmes qui ont des gros soucis de proprioception. Autour des réflexes archaïques dits émotionnels, il y a quelques réflexes archaïques qu'on appelle un peu plus émotionnels et on remarque qu'ils sont actifs encore chez les personnes. Et bien là, ça nous fait poser quelques questions. Donc le constat, c'est aussi que bah, malgré le fait qu'on ait travaillé sur un réflexe archaïque comme tu sais, Moro ou RPP, bah, il revenait plus tard. Et moi, je te parle là de constats que j'ai fait il y a plusieurs années en arrière. Tu vois, Mhm. on n'était même pas encore, euh, ouais, on n'était même pas encore dans le labo, tu vois, quand je parle de ça. C'est, on se disait, punaise, je réintègre un Moro, 6 mois plus tard, il faut que je retravaille dessus, etc., etc. Et en fin de compte, ça m'a fait me poser beaucoup de questions. Et moi, j'aime bien tout comprendre, tu sais. Donc, l'avantage, c'est que tu as l'accès à Internet qu'on n'avait pas pas autant il y a 10 ans en arrière. Il y a des bons livres de neuroanatomie, etc. Donc, j'ai commencé à éplucher tout ça. Et en fin de compte, l'objectif, c'était quel est le lien entre le trauma et la posture, tu vois. Alors, tu sais que dans tout ce qui est gestion émotionnelle, tu as l'amygdale, tu as l'hippocampe, le cortex préfrontal, tu sais, qui sont impactés, le thalamus. Et il faut voir que ces circuits de stress, ils projettent de toute façon in fine sur le tronc cérébral. Tu vois? Et le tronc cérébral, c'est lui qui gère, bah, via la formation réticulo-pontobulbaire, tout ce qui va être motricité, etc., etc. Donc, et aussi les gestion de tout ce qui va être respiration, digestion, Les toutes les fonctions fonctions autonomes et autonomes. tout, ouais, ouais. Ouais. Et donc, forcément, ben, tout ce qui va revenir de ces structures-là que j'ai citées, l'amygdale, l'hippocampe, etc., ça va avoir un impact sur la motricité. Donc, si quelqu'un est sujet au stress de manière chronique, ou si la personne, elle vit un stress fort, tu sais, à l'instant, là, je vais bien dans ma vie, mais d'un coup, j'ai un stress fort, peut-être parce que je vais faire de la compétition, ou peut-être parce que j'ai failli me faire écraser il y a 5 secondes, ou pire, si la personne elle est porteur d'un stress post-traumatique, ça va avoir une influence directe sur les sphères motrices, mais aussi cognitives, tu vois, parce que tout est mélangé. On a tendance à scinder. Oh, pour la cognition, il faudrait que je fasse des exercices pour le cerveau. Oh, pour la motricité, il faut que je fasse des exercices de renforcement musculaire ou de mobilité. Oh, pour l'émotionnel, il faut que j'aille voir un psy. Mais non, la vraie vérité, c'est que le système nerveux, quand il agite des choses au niveau du cerveau, dans le cortex, il y a tout qui s'illumine en même temps, tu vois. Et donc, du coup, ça a un impact pas que sur l'émotionnel. Et les structures, elles sont super bien faites. Parce que si l'hippocampe, tu sais, par exemple, l'hippocampe euh, qui va avoir un impact sur tout ce qui est mémoire, tu sais, il- c'est super, c'est une super structure finalement. Parce que s'il n'y avait pas l'hippocampe, on se souviendrait pas de super choses dans notre vie, tu vois. C'est aussi bien parce que, tu sais, quand t'es petit et que tu touches la casserole sur le feu alors que ta mère t'avait dit de pas la toucher, tu as tout de suite un réflexe, tu sais, de retrait pour te Mhm. protéger. Mais heureusement qu'il y a l'hippocampe, parce que ça te rappelle qu'il faut plus le faire, tu vois. Mhm. Mais à contrario aussi, l'hippocampe, malheureusement, ben, elle se souvient fortement de ses traumas. Et là, il y a une étude en plus, tu sais, je parle de ça là, parce qu'il y a une étude qui est ressortie encore, c'était cette semaine, je crois, je l'ai vue là dans Neuroscience News, qui montrait que l'enfant qui vivait ben, cette sorte de trauma, tu sais, d'aller toucher la casserole chaude et d'avoir un geste de retrait, ça pouvait avoir des répercussions plus tard sur des aspects cognitifs, etc. Tu vois. Donc c'est quand même important de prendre en compte ces structures émotionnelles dans le cadre de la posture. Et je trouve que c'est pas assez compris, tu vois. Vraiment, la première chose qui m'a fait comprendre ça, c'était le premier vrai cas que j'ai eu. C'était une fille, j'en parle souvent quand même dans les webinaires ou en vrai, qui était venue me voir. Elle avait un souci d'épaule. Elle avait mal à l'épaule, c'était l'épaule gauche, je crois. Je fais les tests neuro, posturaux, tout ça, tout ça. J'essaye deux, trois exos. Et on sait que chez 90% des gens qu'on va avoir en bilan, on va avoir une amélioration immédiate sur la posture. Et simplement, pourquoi? Parce que la neuro, ça permet d'apporter, tu sais, les bonnes stimulations à la boucle sensorimotrice qui va venir réguler bah, toutes les fonctions motrices. Donc finalement, je te montre qu'en faisant cet exo, ça va améliorer ton système sensoriel, ça va apporter une amélioration motrice tout de suite, tu vois. Mais là, chez cette personne, rien du tout, tu vois.
Et c'est très rare que ça arrive. Donc, je la questionne en profondeur. Et la personne, elle me dit, bah ouais, j'ai assisté il y a 3 ans au meurtre de mon meilleur ami. Et 1 an et demi plus tard, ou 2 ans plus tard, elle a découvert son petit ami qui s'était suicidé chez eux, tu vois. Donc cette personne, en fait, elle avait des vrais traumas. Bon, moi, je me sentais un petit peu dépourvu là, tu vois, sur le coup. Je me suis dit, je suis formé à l'hypnose, mais je ne pratique pas l'hypnose, tu vois, dans le sens où si quelqu'un pète un plomb maintenant en séance, tu sais, ça va pas, je vais faire un peu de relaxation, mais mon objectif, c'est pas faire de l'hypnose. Je me suis formé à l'hypnose pour la compréhension des mécanismes de stress et tout. Là, je me dis, bon, tiens, toi, tu as un truc, ça va vraiment pas là tout de suite. Va vite prendre un rendez-vous hypnose chez Marine, hein, qui habite à 5 minutes de chez moi, qui intervient dans le labo mental et qui fait de l'hypnose et du traitement de mouvements oculaires. Et on sait que ça a un impact fort sur les syndromes de stress post-traumatique. Il y a plusieurs études qui le montrent en plus, que l'hypnose et le MDR, ça a un impact positif. Elle y va, elle sort de la séance, une séance, plus de douleur d'épaule. Mais genre, plus de douleur d'épaule, fini, tu vois. Et quelques mois plus tard, elle me dit, ah bon là, de nouveau, j'ai un petit peu mal, je vais refaire un petit coup d'hypnose et boum, et ça allait de nouveau mieux. Enfin bref. Donc finalement, pour se dire, ok, j'ai une douleur d'épaule, c'est pas que moteur, c'est pas que lié à quelque chose c'est pas que la mâchoire ou l'œil, tu vois, ou qu'un réflexe archaïque, c'est potentiellement aussi au niveau des sphères émotionnelles. Et le truc, c'est, mais combien de gens ont ça? Pas plus tard, tu vois, que la semaine dernière, j'ai encore eu une personne là qui est venue me voir et elle me dit, moi, je ne suis pas du tout stressé. Et puis on discute bien, tu vois, on discute bien, ouais, elle fait pas stresser. Mais finalement, à partir du moment où je lui pose quand même des questions sur son sommeil, tu sais, j'approfondis un peu le bilan quand même. J'aime bien faire des longues anamnèses. Je mets en place des tests. Je vois déjà à la marche, il y a des petits trucs tu sais, qui viennent m'allumer. Le système vestibulaire, les nerfs crâniens, dysproprio de fou, les réflexes archaïques qui étaient pas bons du tout, notamment au niveau émotionnel. À la fin, tu sais, je me pose avec elle, on fait le débrief. Je lui dis, je lui demande franchement, tu sais, est-ce que vous avez connu un fort trauma dans votre vie? Et là, la personne, elle s'est mise à fond dans l'arme. Et pourtant, la personne, elle se juge non stressée. Pas du tout. Et je pense que c'est une chose, on essaie de la mettre en avant vraiment dans la RNP, c'est une priorité de travail pour nous, cette sphère émotionnelle. Mais je pense que les gens, si vous ne détectez pas les problèmes de stress chez les gens qui viennent vous consulter, c'est que peut-être vous n'allez pas assez loin dans les questions qu'on peut se poser. Et donc c'est pour ça aussi que ce mois-ci, on va vous faire toute cette présentation autour du stress. Et la vérité, c'est que si on n'agit pas sur des structures qui viennent impacter en permanence sur le tronc cérébral et donc forcément in fine sur le mouvement, comment vous voulez améliorer la posture sur le long terme? Alors oui, on va avoir quelques résultats, mais combien de temps ça va durer, tu vois, finalement? Tu vas réintégrer un Moro. Dans 6 mois, la personne, tu dis, punaise, je devrais encore réintégrer le Moro. Et on en discute ça avec nos élèves. Alors que tu vois, ils ont la solution. Mais les gens veulent se limiter à, oui, un seul outil, ça suffit. Non, un seul outil, ça suffit pas. Tu veux réintégrer ton réflexe de Moro, ça va pas suffire. Pas du tout. Surtout que les 3 quarts des gens qui testent le réflexe de Moro, tu l'as vu comme moi, Seb, ils se trompent entre 2 réflexes, voire 3 réflexes quand ils testent le réflexe de Moro. Tu vois, le réflexe de Moro, il est mal testé, il est mal interprété par les gens. Donc à partir de là, ça va être compliqué finalement d'aider les gens sur la sphère émotionnelle si tu comprends déjà pas le test que tu mets en place, tu vois. Et j'ai encore un exemple, c'était une petite fille qui était venue me voir, des problèmes cognitifs. On travaille sur son RTAC et tout, parce que c'était les choses qui n'allaient pas, RTAC, RTSC, donc les réflexes liés cognitifs, tu vois. Amélioration de fou. Elle revient en septembre après la rentrée. Et là, tiens, je la reteste. Ça faisait 6 semaines que je l'avais pas vue parce qu'elle était en vacances chez ses grands-parents. Et puis, il y a eu la rentrée, tu vois. Et là, mais il y avait tout qui avait ressauté. Alors que le RTAC était nickel. Tu vois, on avait tout bien intégré. Sa mère, elle me dit, à l'école, un carnage, c'est nouveau comme avant. Je reteste les réflexes archaïques. Et là, je m'aperçois qu'il y a des réflexes émotionnels qui n'étaient pas là peu de temps avant. Et je dis, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé depuis les 6 ou 8 semaines là, qu'on s'est pas vu? Elle dit, voilà, changement de maîtresse. Elle l'a vécu comme un trauma, la relation qu'elle a avec sa nouvelle maîtresse. Petite fille toute mignonne, tu vois. Et donc, on a dû prendre ça en compte. Et ne serait-ce que là, l'émotionnel.
a fait ressurgir tous les problèmes moteurs et cognitifs qu'il n'y avait plus, tu vois, alors qu'on avait travaillé dessus. Donc, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Et la plupart des gens, tu sais, ils pensent que juste un suivi lié à la psyché, ça va suffire. Je vais aller voir un psy, un hypnothérapeute, etc. C'est déjà bien de le mettre en place. Mais en gros, moi, je trouve que c'est pas clairement suffisant. Et il y a des études qui le mettent clairement en avant, qu'il va falloir venir combiner l'approche. Euh, Comme on a chez la BoRNP, tu sais, avec tout ce qu'on va travailler, la méthode bazooka, en fait, c'est qu'on met en place pour venir travailler autour de l'émotionnel. Et encore, sur des stress post-traumatiques, bah, ce ne sera pas suffisant de le mettre en place. Il va falloir faire des piqûres de rappel régulièrement, parce que c'est ça la vérité. On ne peut pas vendre aux gens qu'on va améliorer leur trauma si facilement, car c'est tout simplement faux, parce que quand tu regardes les études qui sont faites encore actuellement sur les syndromes de stress post-traumatique, on n'a pas la solution à l'heure actuelle. Et il y a plusieurs syndromes de stress post-traumatique, hein. Ça va dépendre des gens, de leur façon de réagir, enfin tout ça, tout ça. Mais on peut quand même les aider. Et tu sais, la mode, là, c'est parler beaucoup d'Hormèse et tout et tout. Tu sais, les gens, ils lisent deux, trois livres, ils ont lu Taleb, ils ont lu Aberkan, ils ont lu du Cyrulnik, et c'est des super auteurs. C'est vraiment excellent. Ça parle d'Hormèse, de résilience, et les gens, ils se disent, ah, c'est bon, j'ai la solution, on va faire de l'Hormèse. Mais pour moi aussi, c'est encore faux. Tu sais, l'hormèse, quelque part, c'est quoi? C'est mettre une dose de stress à ton organisme, finalement, pour qu'il y ait un processus d'adaptation. Donc, il ne faut pas qu'il y ait une dose trop faible, pas une dose trop forte non plus, mais il faut qu'il y ait la juste dose. Mais si la personne, elle déborde déjà énormément de stress, tu vois, comment tu vas le réguler? Mm. Comment tu vas mettre en place ça, tu vois? C'est ça, en fait, la question. Donc, c'est bien d'aller recracher des citations qu'on a lues dans un livre, mais ta réelle implication sur le terrain, qu'est-ce que tu mets en place? Parce que oui, on va bosser des approches, euh, mais le problème, c'est ces approches sont souvent dissociées. Et donc, c'est bien de bosser sur l'hormèse, mais peut-être qu'on oublie de bosser sur autre chose aussi à côté. Tout le monde, tu sais, voudrait vendre comme s'il n'y avait qu'une méthode. Une méthode pour améliorer la posture, une méthode pour améliorer les fonctions cognitives, une méthode pour améliorer l'émotionnel. Et en fait, c'est faux. C'est une pluralité de choses qui vont marcher et certaines mieux que d'autres chez certaines personnes. Et tout le monde est différent. Et on le voit quand on fait des tests sur des gens, que ce soit en formation, en webinaire, sur 100 personnes devant nous, on va avoir potentiellement, je sais pas, un quart qui vont réagir d'une telle manière, un quart d'une autre manière, un quart d'une autre manière, sur les mêmes exercices. Tu vois? Et quand on va venir approfondir, qu'on va venir chercher plus du spécifique, dans ces cas, on va encore retrouver des gens qui vont réagir encore différemment. Donc, tout le monde réagit de manière différente. Donc, on ne peut pas dire à tout le monde de faire ça comme solution ultime. Tu vois un petit peu ma réflexion? 100%. Et je prends souvent l'exemple, tu sais, de je veux perdre du poids en séminaire. Je veux perdre du poids, je peux faire du sport, je sais que ça va marcher. Mais si j'aime pas le sport, je peux aussi faire de la nutrition, je sais que ça va marcher. Il y a des gens chez qui ça marche pas, ni l'un ni l'autre. Il y a des gens, il va falloir coupler les deux pour que ça marche. Et on le sait, il y a des études scientifiques qui viennent le prouver, tu vois, que ça marche. Et donc, on va avoir des meilleurs résultats. Et on sait que si tu as des conduites addictives, tu peux faire de l'hypnose et ça va t'aider dans l'amélioration de ces conduites addictives. Et il y a des gens, ça suffit l'hypnose. Il y a des autres gens qui vont te dire non, moi l'hypnose, ça n'a pas marché. Mais en couplant toutes ces méthodologies, en ayant une approche pluridisciplinaire, et ben en fin de compte, tu te donnes plus de chances d'y arriver. Et c'est ce qu'on va essayer de voir en fait pendant ce mois-là, tu vois. Donc pendant ces quelques semaines-là qui vont arriver, on va vous présenter des intervenants, des gens qui ont été victimes de graves traumatismes, des gens qui ont été dans les forces de l'ordre, des militaires, qui ont vécu aussi des choses assez fortes dans leur vie, et qui vont vous en parler, de quels outils ils peuvent avoir mis en place, etc. On va aussi voir d'un point de vue neuroanatomique, parce qu'on va avoir des neuroscientifiques, des chercheurs en neurosciences qui vont intervenir et qui vont parler de leur manière de traiter, de simplement leur histoire de vie. Et c'est comment on va réagir au mieux et comment le cerveau peut réagir au mieux avec toutes ces données-là, ces stimulations-là. Donc voilà. Et l'idée, c'était d'introniser aujourd'hui avec je ne sais pas combien de temps on a pris, ce 20 minutes neuro, pour vous présenter en fait ce qui va se passer pendant les prochaines semaines et d'avoir une vision élargie. Et ce qu'on voudrait, c'est qu'à la fin, bah, vous ayez cette vision élargie et que vous vous dites, OK, il va falloir que je travaille sur plusieurs composantes. Si vous êtes venu au séminaire chez Labo RNP, euh, donc ceux qui sont sur la formation Labo RNP, vous avez déjà une vue d'ensemble de tout ça parce qu'on en parle. Mais
c'est un séminaire, on n'a pas le temps d'en parler autant qu'on va en parler dans Labo Mental, par exemple, qui est une formation spécifique sur l'aspect mental et la motricité liée avec le mental. Là, l'objectif, c'est de vous faire un peu plus prendre conscience de ça et de se dire, OK, bah, tout n'est pas gagné quand je vais parler à des gens qui ont des stress qui sommeillent depuis plusieurs années, notamment s'il y a eu des traumas dans leur enfance. Et toi, tu me parlais encore d'un cas aujourd'hui que tu as eu, et c'était exactement la même chose finalement. Je sais pas si tu Oh, veux c'était pas aujourd'hui, c'était hier. Attends. hier. Ouais, c'était hier. Ouais, hier ou avant-hier. Mais ouais, c'était une personne qui disait que bah, dans les suivis que je fais, j'envoie toujours un document anamnèse, etc. Et elle m'a dit, ah, d'ailleurs, juste une question concernant le trauma. Ouais, déjà, elle me dit ça, j'ai vu comme truc, comme quoi il y avait quelque chose derrière. Puis après, ben, elle pensait avoir réglé ça et en fait, elle n'arrive même pas à mettre des mots sur ça. Et est obligée d'écrire, donc forcément, ça te donne des hypothèses comme quoi ben, c'est toujours présent. Et tant que tu le travailles pas, Ouais. voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est, ouais, quand tu dis, elle n'arrivait pas à mettre des mots dessus, c'est quand tu lui as demandé des explications, elle n'arrivait pas à le parler. Elle a dit, il faut que je te l'écrive, j'arrive pas à le dire. Et la personne, elle te dit, bah pour moi, c'est réglé depuis longtemps. Non, en fait, c'est pas réglé. T'arrives pas à t'en détacher. Et ça, c'est compliqué. Donc, on va voir plusieurs choses pendant ces semaines-là sur le trauma et on aura le temps d'échanger, de discuter un petit peu de tout ça. Voilà. Merci. Et à Merci, la ben, semaine à plus. prochaine. Ciao, ciao.